Camarades membres de la direction du Front populaire ivoirien, camarades présidents du comité de contrôle et les membres du comité de contrôle, camarades secrétaires généraux de fédération et de section, mesdames et messieurs les présidents et responsables des partis membres de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, chers camarades représentants des partis frères présents ce jour, et je voudrais saluer tout particulièrement, en respectant certainement le droit d'aînesse, le camarade Tapé Kipré, qui représente ce jour le mouvement des générations capables de notre sœur Simone Yvé Gbagbo. Camarade Tapé Kipré, merci d'être venu. Merci des mots forts que tu nous as adressés. Merci de la disponibilité du MGC à unir ses forces avec celles de tous les partis politiques de l'opposition afin de la renaissance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je voudrais que tu transmettes à notre camarade Simone Yvé Gbagbo tous nos remerciements, toute notre affection. Je voudrais saluer après MGC et la délégation qui l'accompagne, la camarade Angèle Boka, qui a été ministre des Eaux et Forêts dans les gouvernements que, grâce au président Laurent Gbagbo, j'ai eu l'honneur de conduire entre 2000 et 2003. Elle est accompagnée du camarade Konaté Navigué, et je suis persuadé que quand je dis Konaté Navigué, certains vont se demander est-ce qu'il est au pays ou bien il est PPACI. C'est pour montrer les liens qui continuent d'exister entre nous. Et Blé Goudé a bien fait de dire que nous sommes dans les mêmes chambres. Nous communiquons par téléphone. Retrouvons-nous au salon. Retrouvons-nous au salon parce que c'est au salon que les Ivoiriens nous attendent. C'est au salon qu'ils veulent nous voir réfléchir à l'alternance en 2025 et nous engager en faveur de cette alternance parce que le pays en a besoin. Merci donc, chers camarades de PPACI, d'être venus. Et je termine par le Benjamin, celui qui aura la grande responsabilité de nous remplacer demain, Charles Blé Goudé. Il a tout dit. Et donc, je ne peux que lui dire beaucoup de courage pour l'épreuve que vous connaissez, qu'il a endurée au nom de la Côte d'Ivoire, et espérer qu'un jour, les Ivoiriens sachent lui rendre gré pour le sacrifice qu'il a pu faire pour le pays, pour la Côte d'Ivoire. Ce serait la meilleure façon pour la Côte d'Ivoire d'honorer le combat qu'il a mené et de se montrer digne de ce combat-là. Charles, merci beaucoup, toi et ta délégation, d'être venus pour porter ce message qui s'adresse certes aux congressistes, aux militants du Front populaire ivoirien, mais qui, au-delà de ces militants rassemblés ce jour, s'adresse à la Côte d'Ivoire entière. En tout cas, chers amis, chers camarades, je voudrais vous remercier très chaleureusement d'être venus ce jour à ce congrès. C'est un congrès très important pour le Front populaire ivoirien et pour la Côte d'Ivoire. Et comme nous avons l'habitude de le faire, en pareilles circonstances, nous ne manquons pas de jeter un coup d'œil sur la situation politique internationale
sur la situation de l'Afrique, sur la situation de la Côte d'Ivoire, avant d'aborder les questions qui peuvent être considérées comme des questions endogènes, comme des questions internes au Front populaire ivoirien. Nous faisons cet exercice parce que le Front populaire ivoirien n'est pas n'importe quel parti. Le Front populaire ivoirien est un parti de gouvernement. Le Front populaire ivoirien a vocation à diriger la Côte d'Ivoire. Il l'a déjà fait dans le passé et il ambitionne de le faire encore demain. C'est pourquoi il doit chaque fois se préoccuper de ce qui se passe en dehors de nos frontières. Parce que ce qui se passe en dehors de nos frontières a nécessairement un impact sur ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières. Ce matin, quand je venais, l'un de mes enfants qui est aux États-Unis, qui commentait l'élection de Donald Trump et le comportement que les Africains parfois ont vis-à-vis des candidats à ce genre d'élection aux États-Unis. Des comportements qui sont souvent dictés par l'émotion, par la focalisation sur des questions de détail et non sur l'essentiel qui concerne leur propre existence et qui doit les amener à voir comment le comportement de tel ou tel candidat, comment la vision de tel ou tel candidat peut impacter positivement ou négativement mon existence, mon bien-être. Au lieu de m'accrocher à des détails qui peuvent concerner soit le racisme, soit les homosexuels, qui sont des questions importantes, mais qui ne sont pas fondamentales. Parce que les homosexuels existent, s'exposent ou revendiquent, dans quelle mesure ces revendications peuvent impacter tes revenus, ton salaire, le bien-être de tes enfants, l'éducation, la santé. C'est par rapport à cela qu'il faut se déterminer. Et cette question est très importante en Afrique, parce que nous le voyons. Les choix que nous faisons à l'occasion des élections, qu'est-ce qui les détermine? Est-ce que c'est en prenant en compte la réalité politique, économique et sociale de nos pays, de notre propre existence, que nous choisissons tel ou tel candidat, ou tout simplement parce que, opportunément, au dernier moment, quelqu'un s'est présenté avec 1000 francs, ou alors on a un sentiment personnel vis-à-vis d'un candidat. On voit bien que très souvent, nos choix ne sont pas rationnels. Or, si nos choix ne sont pas rationnels, notre existence ne peut pas évoluer. Parce que c'est dans la rationalité, dans l'objectivité, que nous pouvons faire des choix qui contribuent à l'amélioration de notre existence individuelle, mais aussi au progrès de notre pays. Et aujourd'hui, au moment où nous tenons ce congrès, au moment où la Côte d'Ivoire va s'engager dans la voie de l'élection présidentielle de 2025, nous pouvons considérer que le monde est à un tournant. Et nous-mêmes, nous pouvons considérer que nous faisons face à 3 tournants. Un tournant pour notre parti, puisque ce congrès se tient après plus de 10 ans de résistance aux tentatives d'anéantissement orchestrées de toutes parts depuis le drame de 2010-2011. Vous le savez tous. À quoi notre parti est confronté. Nous avons malgré tout résisté. Nous avons malgré tout fait preuve de résilience. Mais nous savons que nous n'avons pas encore donné tout notre potentiel. La crise de 2010-2011 ne nous a pas anéantis.
très souvent, les gens ont une mauvaise appréciation de la portée de cette crise de 2010-2011, de la chute de 2010-2011. Les gens minimisent parfois son importance et apprécient la réalité du parti aujourd'hui sans se remémorer que nous aurions pu disparaître en 2011. Nous aurions pu disparaître de la scène. Des partis politiques dans le monde et en Afrique qui ont connu ce genre de situations, parfois ont disparu. Je ne peux que citer le parti de Juvenal Abiyarimana. Quand il a perdu la guerre contre le FPR, le parti a été dissous. Et aujourd'hui, la quasi-situation de monopole du parti de Kagame au Rwanda résulte de cette crise que le Rwanda a connue et de son dénouement qui s'est fait au détriment du parti qui était au pouvoir. Depuis ce temps, on peut considérer que tous ceux qui étaient des partisans de Juvenal Abiyarimana ont disparu de la scène politique. Et vous vous rappelez bien qu'en 2010-2011, ce n'était pas l'envie de dissoudre le FPI qui a manqué à ceux qui ont gagné la guerre post-électorale de 2010-2011. Si nous sommes encore là, présents sur la scène politique, nous devons reconnaître que cela est lié à notre résilience, à notre capacité de résistance, au fait que le Front populaire ivoirien n'est plus un parti comme les autres, que le Front populaire ivoirien est un véritable esprit. Tu peux toucher au corps, mais tu ne peux jamais anéantir l'esprit. Et c'est cet esprit qui nous guide, et c'est cet esprit qui nous rassemble aujourd'hui, et c'est cet esprit qui nous porte. Et nous devons faire en sorte que cet esprit-là triomphe en 2025. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ce jour. Mais c'est un tournant aussi pour notre pays, au moment où nous nous retrouvons. Après tout ce que la Côte d'Ivoire a connu, de 1990 à 2010, et après 15 ans d'un régime, d'un pouvoir sans partage du RHDP, nous sommes à un tournant. Que devra être l'avenir de la Côte d'Ivoire demain? La Côte d'Ivoire de demain devra-t-elle être la continuation de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Ou un retour aux fondamentaux de la démocratie, aux fondamentaux du progrès social que le Front populaire a incarné entre 2000 et 2010. Et donc c'est aussi un défi et le tournant au niveau international. Vous l'observez, le monde est sens dessus, sens dessous. Le monde a perdu les repères. Le monde est sans contrôle. Il n'y a plus de gendarmes, il n'y a plus de régulation. Personne n'écoute personne. Tout le monde, chacun se bat contre chacun. Quand vous jetez un coup d'œil sur le monde, en Ukraine, pratiquement les Occidentaux, c'est la guerre froide qui est revenue. L'affrontement Est-Ouest à travers la guerre en Ukraine. Et on ne sait pas qui peut intervenir dans ce conflit pour mettre de l'ordre. Qui peut influencer ce conflit? Qui peut faire en sorte que cette guerre s'arrête? Puisque les grandes puissances elles-mêmes sont impliquées. Or, si on a créé l'ONU à un moment donné, après la Seconde Guerre mondiale, c'était justement pour qu'il y ait des gendarmes, il y ait des grandes puissances qui veillent à la paix et à la stabilité de l'ordre mondial.
C'était pour qu'on ne connaisse plus ce qui a été le grand drame du XXe siècle, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. C'est à cause de la Seconde Guerre mondiale qui a coûté près de 60 millions de morts. C'est à cause de cela qu'on a créé l'ONU. Pour que plus jamais un tel drame ne se reproduise dans le monde. Et que le monde fonctionne sur la base d'un certain nombre de valeurs que l'on souhaite universelles, c'est-à-dire des valeurs que tout le monde va respecter. Les valeurs de liberté, de démocratie, de justice. Parce que si on respecte ces valeurs, on va recourir de moins en moins à l'affrontement armé. Malheureusement, à l'heure actuelle, on se rend compte que cette organisation qui a été mise en place, elle est devenue impuissante. Elle est devenue incapable de réguler le monde. Sa voix est inaudible. Personne ne respecte ses résolutions. Et parfois, lorsqu'elle intervient dans certaines nations, qui sont des nations faibles, comme la Côte d'Ivoire, c'est la voix des grandes puissances qu'elle applique, qu'elle entend. Nous l'avons vécu en 2010, en 2011. Nous continuons de vivre les séquelles de l'engagement international, de l'engagement de l'ONU dans la résolution de la crise, au lieu de prôner une solution pacifique. L'ONU, en 2010-2011, a prôné le recours à la violence pour solder une crise électorale. Il y a aussi ce que nous vivons au Proche-Orient. Un conflit particulièrement meurtrier. Les drames quotidiens que nous observons nous amènent à ne même plus croire en la justice internationale, à la solidarité internationale. Tellement il y a des morts, tellement des vies innocentes sont arrachées chaque jour à ces pays-là. Tellement la solution de 2 États reconnus par l'ONU, tellement cette solution s'éloigne. Et donc, cela aussi montre l'impuissance de cette organisation internationale. Ensuite, le terrorisme, nous ne devons pas l'ignorer, parce que le terrorisme est à nos portes. S'il frappe au Mali, au Burkina Faso, c'est qu'il frappe à nos portes. Et là encore, nous observons la même situation. Ce terrorisme même est devenu un moyen pour ces grandes puissances d'exporter en Afrique leur confrontation. On l'a vu dans certaines zones du Mali, où la guerre russo-ukrainienne a été transposée, puisqu'on a entendu, et des responsables même ukrainiens l'ont avoué, qu'ils ont soutenu des djihadistes dans des attaques qui ont été dirigées contre l'État malien. Et donc, c'est ce processus de désagrégation du monde qui doit être pris en compte. Parce que cela signifie que nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes. Cela signifie qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'une puissance étrangère vienne nous aider à régler nos problèmes internes. Que si nous avons des problèmes, il nous appartient de prendre toutes les dispositions pour les régler nous-mêmes. Il nous appartient de faire en sorte que nous trouvions en nous-mêmes les ressources nécessaires pour mettre fin à nos crises. Mais cela signifie aussi qu'aucune force politique aujourd'hui ne peut compter sur l'extérieur pour conquérir le pouvoir en Côte d'Ivoire et pour l'exercer de façon dictatoriale. C'est pourquoi il ne faut plus avoir peur. Ce qui s'est passé en 2010, 2011 ne peut plus se passer en 2025. Le soutien que la communauté internationale a apporté à un certain nombre d'adversaires politiques, de formations politiques, pour les conduire, je dirais, de façon antidémocratique au pouvoir, sachez que ce soutien-là
ne pourra plus s'exercer en 2025. Et que nous devons croire en nos chances. Nous devons croire en notre propre capacité à changer les choses dans notre pays. Si nous le voulons et si nous nous y engageons de façon ferme, de façon résolue. Et par rapport à cela, certains peuvent se demander, mais est-ce que l'élection de Donald Trump aux États-Unis peut changer quelque chose au monde actuel? Quand on écoute le candidat Trump, quand on sait sa vision politique, qui est isolationniste, on ne peut pas s'attendre à ce que les choses changent. Au contraire, la division du monde va s'approfondir. Les ingérences vont diminuer. Même le soutien au développement, surtout en ce qui concerne l'Afrique, ce soutien-là va s'affaiblir. Parce que le nouveau chef d'État américain prône une politique d'isolement des États-Unis, de désengagement des États-Unis, de centralisation des États-Unis sur les intérêts des Américains. Trump est venu pour défendre les intérêts des Américains, pour défendre la société américaine, pas pour faire le gendarme du monde, pas pour aller défendre des pays sous-développés. Donc, cette arrivée va avoir des impacts, des conséquences sur tous les pays, même l'Europe. En Europe, l'Europe aujourd'hui est tellement faible que c'est grâce aux États-Unis qu'elle peut exister militairement à travers l'OTAN. Sans les États-Unis, l'Ukraine serait tombée il y a longtemps. Or, avec Trump, les États-Unis ne vont plus s'engager en Ukraine comme Biden l'a fait. Trump lui-même l'a déjà dit qu'il va régler la crise russo-ukrainienne en 24 heures. Donc il faut s'attendre à ce qu'il impose une solution qui ne soit pas forcément à l'avantage de l'Ukraine. Mais une solution qui va certainement prendre en compte le fait accompli. Parce que Trump n'est pas venu pour dépenser l'argent américain à soutenir cette guerre, à poursuivre cette guerre. Ça, c'est la première chose. Comme conséquence. Mais l'autre conséquence est d'ordre économique. Trump est venu pour défendre les intérêts économiques des Américains. Donc il faut s'attendre aussi à ce que même entre les États-Unis et l'Europe, d'une part, mais même avec la Chine, les barrières commerciales se renforcent. C'est-à-dire les échanges là, ce soit plus libre comme avant. Qu'ils ferment l'économie américaine. Qu'ils mettent des barrières pour que les produits étrangers rentrent aux États-Unis. Cela donc va affecter le commerce entre ces différents pays. Mais avec nous aussi, il va y avoir le même impact. Parce que nous bénéficions avec les États-Unis d'un certain nombre de mécanismes comme l'AGOA, comme le Millennium Challenge Corporation, c'est-à-dire des dispositifs que les États-Unis ont mis en place pour aider, pour accompagner les économies africaines. Il n'est pas évident que les financements que les Américains accordent à ces structures-là se poursuivent. Il n'est pas évident que l'ouverture du marché américain aux produits africains à travers l'AGOA, que cette ouverture-là se perpétue. Voilà donc un certain nombre d'éléments qu'il faut connaître, surtout lorsque vous êtes à la direction d'un parti politique qui ambitionne de gouverner la Côte d'Ivoire. Si vous ne connaissez pas ça, si vous ne prenez pas ça en compte, vous allez bâtir une politique qui est totalement artificielle, totalement irréaliste. Parce qu'elle ne prend pas en compte, cette politique, la réalité
géopolitique du monde. Mais notre pays lui-même avec le RHDP, ce qu'on nous sert, ce sont des résultats macroéconomiques qu'on dit flatteurs. Mais est-ce que les résultats macroéconomiques là, on mange ça? Est-ce qu'on se nourrit de taux de croissance? Est-ce que c'est ça qui éduque nos enfants? Est-ce que c'est ça qui soigne nos parents? Le décalage entre ce que le gouvernement annonce et la réalité que vivent les Ivoiriens, ce décalage-là est dramatique. Et il y a un seul chiffre, peut-être deux, qui l'illustre. Depuis plusieurs années, et malgré presque 15 ans de gestion du pouvoir, les institutions internationales annoncent que l'espérance de vie des Ivoiriens a reculé de 58 à 57 ans. C'est-à-dire qu'avant, celui même qui n'a pas vécu longtemps, il pouvait avoir 58 ans. Avant. Et même les 58 ans, là, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, ce n'est pas flatteur. Parce que ces 58 ans-là sont inférieurs même à ce que, à la longévité des Burkinabés, à la longévité des Maliens, des Béninois. Nous sommes pratiquement dans le sous-bassement du classement international dans ce domaine. Mais avec le RHDP, c'est depuis 58 ans. On a descendu d'une année. À quoi donc ont servi ces dizaines de milliards que l'on a empruntés pour le développement de la Côte d'Ivoire? Si on améliore, si le développement doit profiter aux hommes, l'indicateur qui devrait même le refléter, le premier indicateur, ce devrait être l'espérance de vie. Que maintenant on voit que les gens, les Ivoiriens mangent bien, ils se soignent bien, ils vivent bien, donc ils vivent longtemps. Parce que vivre longtemps, là, c'est la conséquence de l'amélioration des conditions de vie. Si vous vivez mal, si vous soignez mal, si vous mangez mal, si votre environnement n'est pas sain, vous mourrez vite. La moindre petite maladie vous tue. Mais si vous vivez bien, votre environnement est sain, dans de belles maisons, parfois même climatisées, vous ne vous soumettez pas à des travaux trop pénibles parce que vous avez l'argent, vous allez vivre longtemps. Donc l'espérance de vie mesure l'amélioration des conditions de vie des gens. Chez nous, ce chiffre montre que nos conditions de vie se sont dégradées. Nous vivons moins bien sous l'ère du RHDP qu'avant le RHDP. Et on observe le traitement qu'ils infligent aux pauvres. Nous en sommes tous témoins. Les déguerpissements sauvages. Les pauvres qu'on chasse sans ménagement de leurs habitats précaires comme des espèces nuisibles et indésirables. Pourtant, derrière ces déguerpissements, ce sont des hommes. Mais est-ce qu'on tient compte de ces hommes? Est-ce qu'on tient compte de ces enfants qu'on chasse brutalement du jour au lendemain? Et puis on ne cherche même pas à savoir où ils vont dormir ce soir. Dans quel établissement les enfants là vont aller demain? On ne cherche même pas à savoir. On se comporte comme si le gouvernement, ce n'est pas pour améliorer les conditions de vie des hommes. On ne gouverne pas pour les hommes. Pour qui gouverne-t-on? On gouverne pour les intérêts de la classe qui est au pouvoir. Et c'est pour cela que le changement en 2025 est capital. Parce que tous ceux qu'on chasse sans ménagement, tous ces pauvres qui sont abandonnés, leur cri, c'est en notre direction qu'ils s'adressent. C'est vers nous qu'ils tendent les regards.
c'est nous qui le regardons. Qu'est-ce que nous allons faire pour leur donner un espoir? Qu'est-ce que nous allons faire pour qu'ils ne soient pas définitivement et irrémédiablement condamnés? C'est pour cela que nous existons. S'il n'y avait pas ces situations de souffrance en Côte d'Ivoire, il n'y aurait pas de partis politiques comme le Front populaire ivoirien. Il n'y aurait pas de partis politiques comme le COGEP. Il n'y aurait pas de partis comme le PPACI ou MGC. Nous sommes là, nous existons parce qu'il y a une mission à conduire pour la Côte d'Ivoire. Il y a des souffrances à soulager en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous existons. Et c'est pour cela que nous nous rassemblons régulièrement. Pour voir comment nous allons faire pour changer l'ordre des choses. Comment nous allons faire pour donner espoir à nos compatriotes. En attendant d'être au pouvoir, nous devons être aux côtés de toutes ces personnes qui souffrent. Nous devons être aux côtés de ceux qu'on chasse de leur demeure. Nous devons être aux côtés des enseignants qui crient famine et qui luttent. Nous devons être aux côtés des planteurs qui travaillent comme des ouvriers pour l'État, à qui on donne 1000 francs alors que le cacao est payé à 4000, même voire 5000 francs sur le marché international. Et cette situation, elle existe parce que ceux qui sont au pouvoir sont mus uniquement par leurs intérêts personnels. Ce sont des gens qui se sont accaparés l'État. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, pour eux, l'État est leur propriété privée. Et doit être au service de leurs intérêts privés. Or, l'État, c'est nous tous. Parce que c'est quoi l'État? C'est notre volonté générale qui est l'État. Ce sont nos ressources nationales qui sont l'État. C'est notre pouvoir souverain qui est l'État. L'État, c'est quelque chose qu'on a créé pour nous servir, pour servir tout le monde, dans la justice, dans l'équité, dans l'égalité. L'argent de l'État, ce n'est pas la propriété privée de ceux qui sont à la tête de l'État. Parce que l'argent de l'État, ça vient de la vente de nos cacao, de notre EVA. Ça vient de nos impôts. Même lorsque nous établissons un acte d'état civil pour notre enfant, les 1000 francs qu'on nous demande là, ça va dans la caisse de l'État. C'est notre contribution. Et c'est tout ça que l'État rassemble. Quand on dit que la Côte d'Ivoire a 15 000 milliards de francs CFA de budget, ce n'est pas l'argent de Ouattara. C'est ce que nous cotisons tous. C'est ce que nous cotisons tous. Quand même le planteur achète une machette, on dit que la machette coûte 3 000 francs. Mais sur les 3 000 francs, il y a peut-être 200 francs que le vendeur là prend pour mettre dans la caisse. Les 3 000 francs du planteur là, il y a une partie qui va dans la caisse. Il achète même une boîte d'allumettes. Il y a une partie de l'argent là, on met dans la caisse. C'est tout ça qui fait les 15 000 milliards. Mais parce que, par un concours de circonstances, ils se sont retrouvés avec la clé de cette caisse en main. Et ils se comportent comme si c'était leur propriété privée. Ils gèrent ça comme ils l'entendent. Ceux qui veulent prendre pour acheter davantage d'avions, ils prennent, ils achètent. Le budget même du président, depuis qu'ils sont là, ça a été multiplié, je crois, par 10. Ce qu'on appelle budget de souveraineté. Et puis, non seulement ce que nous-mêmes nous cotisons, ils pompent, mais ce que même on emprunte à l'étranger, ils pompent. Ils sont devenus des pompiers.
Est-ce qu'on va les laisser continuer à pomper comme ça jusqu'à la fin? On ne peut pas. Toi-même, ton propre argent, quelqu'un assis dessus, celui que tu as choisi même comme manœuvre pour s'occuper de ton argent, il est assis dessus et puis il te traite avec condescendance. Tu es obligé de lui demander pardon pour qu'il puisse même faire le travail pour lequel tu as besoin de son argent. Il faut mettre fin à ça. Parce que la corruption, vous la savez, le fonds d'entretien routier, des dizaines de milliards, même des centaines de milliards détournés. On en parle et puis on ne sait plus ce que ça devient. RTCI, même chose. Concours, même chose. En l'espace de quelques années, les gens que nous connaissons tous ici, là, maintenant il y en a même qui ont maintenant héliport sur leur étage dans leur village. C'est-à-dire hélicoptère atterrit dans leur village, passe au sol, mais sur leur étage. On ne peut pas continuer dans ça. Et pour cela, ils ne veulent pas entendre parler de réconciliation. Ils ne veulent pas entendre parler de démocratie. Parce que dans la réconciliation, dans la démocratie, là, ils peuvent perdre le pouvoir. Ils ont tout verrouillé. Et parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir, et parce qu'il ne faut pas faire la réconciliation, ils privent même certains dignes fils de ce pays de leurs droits civiques. Est-ce que c'est normal? Vous avez, par la force, pris le pouvoir. Ceux même que vous avez arrêtés arbitrairement, jetés en prison, arbitrairement, sortis de prison, disent on n'a qu'à se réconcilier. Toi-même qui as fait le mal, là, tu dis non. Je ne veux pas de réconciliation. Alors que c'est nous qui devrions refuser la réconciliation. Parce que c'est nous qui avons souffert de la rébellion armée depuis 2002 jusqu'à la crise post-électorale en 2010-2011. C'est nous qui avons souffert. C'est nous qui avons perdu des parents. C'est nous qui avons été attaqués, violentés, parfois égorgés. Ici à Yamoussoukro, tout près de nous à Boaké, on sait ce qui s'est passé. Malgré cela, nous disons, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, réconcilions-nous. Vous faites du crabisme vis-à-vis de la réconciliation. Un pas à gauche, un pas à droite. Le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, que vous avez injustement transférés à la CPI, ont été innocentés. Ils viennent de retour dans leur propre pays. Vous leur dites d'ailleurs même, vous êtes privés de vos droits civiques. Vous n'êtes même plus des... Pratiquement, c'est comme s'ils disaient, vous n'êtes plus des Ivoiriens. Mais pourquoi ils font ça? Parce que c'est la peur. Ils ont peur que la réconciliation nationale et la démocratie se traduisent par leur départ du pouvoir. Et que demain, ceux qui vont arriver au pouvoir mènent contre eux la même politique qu'ils ont menée contre ceux-là. C'est cette peur qui explique leurs atermoiements. C'est parce qu'il a peur que Ouattara a bâclé la réconciliation nationale. La peur, l'idée même de perdre le pouvoir, cette idée-là est devenue une obsession. Elle est devenue inconcevable. Ils ne l'imaginent pas, ils ont peur de l'imaginer. Et c'est à cause de cette peur qu'ils manœuvrent dans les manœuvres les plus grossières, les tricheries, le refus même d'avoir une liste électorale qui soit transparente. Pourtant, il y a tellement de choses qui montrent bien
que nous devons faire l'audit de la liste électorale. Les vidéos sur les fraudes. Est-ce que la peur peut sauver quelqu'un qui a peur? La liste électorale revendiquée par l'opposition, elle doit se faire. Il doit se faire. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites sur cette liste électorale, à travers les vidéos. Des gens qui sont nés en 1900, qui sont inscrits sur la liste. Des non-nationaux qui deviennent brusquement des Ivoiriens et qui vont s'enrôler. Des billets de banque qui circulent dans les centres d'enrôlement. Des chiffres invraisemblables. Certains disent qu'il y a 531 électeurs qui revendiquent une même maman. Et cette même maman-là, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle aurait donné la vie le même jour à 2 bébés dans deux lieux différents. Et puis il y a un papa, lui, il est tellement fertile qu'il aurait engendré 534 électeurs. Lui seul, il est le père de 534 électeurs. Est-ce que ce n'est pas la honte? Tout ça là, c'est ridicule pour notre pays. C'est pourquoi il faut faire l'audit. Parce que l'audit, c'est d'abord pour que le pays restaure sa dignité et sa respectabilité. Et au nom de la démocratie, l'audit de cette liste doit se faire. Elle doit se faire, et je voudrais dire au RADP de ne pas avoir peur. Nous sommes réunis ici pour leur dire de ne pas avoir peur. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont échoué qu'ils doivent avoir peur. Quand on a réussi, on n'a pas peur. Quand on est fort, on n'a pas peur. Et nous ne devons pas, ils ne doivent pas avoir peur parce que les consultations électorales, ce n'est pas pour les détruire. Mais c'est la saine respiration de la démocratie. C'est dans l'alternance que la Côte d'Ivoire va avancer. Comme les autres pays démocratiques avancent à travers l'alternance. Et pour nous, la rupture en 2025 passe par une campagne ouverte, par le refus de la tricherie et de l'achat des consciences. C'est pour cela que nous devons nous mettre en ordre de bataille. C'est pour cela aussi que ce congrès constitue un tournant dans notre histoire. Parce que ce congrès doit être le congrès de l'affirmation de nos convictions et du rassemblement pour la victoire. Affirmation de nos convictions parce que, vous savez bien, depuis la crise de 2010-2011, la question fondamentale à laquelle les militants du Front populaire ivoirien sont confrontés, c'est la question de la conviction. La question de la maturité politique. La question de la force de notre croyance en nos valeurs. Quand vous avez des convictions fortes, quand vous croyez en ce que vous faites, vous ne changez pas de bord du jour au lendemain. Vous restez fidèle. Et aujourd'hui, vous êtes rassemblés ici. Mais qu'est-ce qui vous distingue des autres? Ce qui vous distingue des autres, c'est que vous êtes restés fidèles au Front populaire ivoirien. Vous êtes restés fidèles aux valeurs du Front populaire ivoirien. Il y en a qui disent, ouais, ce sont des pro-AFI, des pro... Non. Ce n'est pas à AFI que les militants du Front populaire ivoirien sont restés fidèles. Ni au secrétaire général Nyepa Barthélemy aujourd'hui, ni au président du comité de contrôle, Ognien. Ils ne sont que des êtres humains. Demain, ils peuvent disparaître. Mais le Front populaire ivoirien ne peut pas disparaître
Parce que ce sont des valeurs. Parce que les valeurs de justice, les valeurs de liberté, de démocratie, de tolérance, de solidarité, ces valeurs-là, elles sont immuables. Elles ont existé hier. La liberté a existé avant nous. La solidarité a existé avant nous. La justice a existé avant nous. Et ces valeurs existeront après nous. Or, ce sont ces valeurs qui caractérisent le Front populaire ivoirien. C'est autour de ces valeurs que ce parti politique a été créé. Et c'est par rapport à ces valeurs que des militants sont restés attachés. Et c'est pourquoi nous devons continuer et que nous devons faire en sorte que ces valeurs triomphent. Mais vous savez en même temps que nous sommes agressés depuis 2010-2011. Parce que la question fondamentale, c'était la question des valeurs. Et plus particulièrement, je dirais ces derniers mois, c'est le même problème qui se pose. La crise récente au sein du Front populaire ivoirien, quelle est sa source? Pourquoi certains camarades se sont-ils mis dans les postures que nous avons connues? C'est autour de ces mêmes valeurs. Parce que, en définitive, ce qu'ils souhaitaient, c'est que le Front populaire ivoirien renonce à ses valeurs pour accompagner d'autres formations politiques. Or, nous n'avons pas vocation à accompagner. Nous n'avons pas été créés pour accompagner. Nous avons été créés pour prendre le pouvoir, pour appliquer notre programme de gouvernement. Et c'est ce que ceux-là n'ont pas compris. Que le Front populaire n'a pas été créé pour accompagner un autre parti politique. Que si à un moment donné, nous avons estimé que dans le cadre de l'intérêt général, il fallait que nous fassions un partenariat, mais ce n'était pas pour accompagner quelqu'un. Ce n'est pas pour accompagner un autre parti politique. C'est pour aider à faire avancer la réconciliation. C'est pour aider à repositionner le parti dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Parce qu'un partenariat, on le fait aussi à un moment de son histoire pour franchir quelques étapes. On ne le fait pas pour accompagner l'autre. Et ceux qui ont cru que nous étions dans une posture d'accompagnement l'ont appris à leurs dépens. Parce que lorsque nous avons compris que ce partenariat était devenu caduc, puisque la question de la réconciliation nationale n'intéressait plus le parti au pouvoir, que ce partenariat était devenu préjudiciable au Front populaire ivoirien, parce que même dans le cadre électoral, le Front populaire ivoirien n'a pas progressé, naturellement, nous avons rompu. Voilà pourquoi nous avons rompu. Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus pauvres, hein. Le RHDP est toujours assis sur la caisse de l'État. Donc si c'était à cause de l'argent, nous serions encore dans le partenariat. Parce qu'ils ont encore de l'argent. Mais si malgré tout, nous avons décidé de nous retirer, c'était pour dire que ce n'est pas à cause de l'argent que nous nous sommes mis avec vous. Que malgré votre argent, nous rompons parce que vous êtes devenus dangereux. Qu'en définitive, vous avez montré que vous êtes infréquentable. Mais ceux qui ont contesté cette ligne, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi nous avons fait le partenariat. Ou bien parce qu'ils ne croient pas en notre victoire prochaine. Ou ils n'ont jamais cru à cela. Ou bien ils se méprennent sur le bilan du RHDP. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils font la politique, mais ils ne comprennent pas que le temps du RHDP est fini. Ils ont des gros yeux, mais ils ne voient rien. Alors que le temps du RHDP est fini.
Celui qui ne fait pas de la politique, qui ne voit pas que le temps du RHDP est fini. Toute l'énergie qu'il déploie pour débaucher les gens, c'est même le signe que leur temps est fini. Parce que un homme qui croit en ses valeurs, en ses capacités, est-ce que c'est avec l'argent qu'il cherche femme? Quand l'argent sort beaucoup, dans une relation amoureuse, c'est que l'homme là a beaucoup d'handicap. Et c'est le cas du RHDP. On a un ancien député, paix à son âme, qui disait « Moi, je ne suis pas beau, mais mon argent me rend beau. » Je crois que c'est le cas du RHDP. Et donc, nous avons rompu parce que nous ne voulons pas nous laisser vampiriser. Et nous ne voulons pas marcher avec un parti hégémonique. Et c'est pourquoi votre présence aujourd'hui a de l'importance. Parce que vous connaissez le contexte. Vous savez ce que le RHDP est capable de faire. Mais malgré ça, vous avez fait le choix de rester au FPI et de venir à ce 5e congrès. Je voudrais donc vous en féliciter. Parce que le débauchage ne peut pas sauver le RHDP. Ça ne peut pas sauver le RHDP parce que nous n'avons pas baissé les bras. Et ce n'est pas au moment où nos parents nous appellent au secours que nous allons baisser les bras. Ce n'est pas au moment où l'alternance est plus que jamais possible que nous allons baisser les bras. Et par rapport à cette alternance, nous avons assisté à tout le cinéma que le RHDP a déployé ces derniers temps pour appeler Alassane Ouattara au secours et lui demander de briguer un 4e mandat. Je voudrais vraiment, à l'occasion de ce congrès, dire solennellement à M. Ouattara de ne pas écouter cela. S'il avait l'intention, il faut qu'il renonce. Il faut qu'il renonce. Parce que nous, 3e mandat, on dit que ce n'est pas bon, c'est illégal. Et ça, c'est en 2020. Mais si en 2020, 3e mandat était illégal, comme en 2025, 4e mandat va être légal. Aux adversaires de 2023 vont s'ajouter ceux qui pensent que 4 là c'est trop. Ceux mêmes qui étaient peut-être d'accord pour 3, mais qui ne sont plus d'accord pour 4. C'est pourquoi il doit renoncer. Il faut qu'il renonce pour ne pas plonger notre pays dans une autre crise. Il ne faut pas qu'il écoute les laudateurs qui gravitent autour de lui et qu'il appelle à briguer ce 4e mandat. Parce que parmi ceux qui gravitent autour de lui, qui disent ouais, Ouattara, 4e mandat, cérémonie d'hommage, il y a 3 catégories de personnes. Il y a d'abord les hypocrites. Ceux que nous appelons les griots de luxe, qui célèbrent à grands cris pour bien se faire voir et en tirer avantage. Mais leur rêve secret est que Ouattara ne soit pas candidat et que leur brillante flatterie l'amène à les choisir comme candidat. Donc ils crient Ouattara, candidat, je soutiens Ouattara, alors qu'au fond, quand il dit je soutiens Ouattara, c'est dit Ouattara, il faut renoncer et puis il faut me prendre. Ensuite, il y a les suivistes, ceux qui suivent, qui ne pensent rien de tout ça,
Mais ils ont vu cérémonie d'hommage à Odiéné, ils ont vu une cérémonie d'hommage à Aboisseau. Ils se disent, ah, il faut que moi aussi je fasse pour moi, sinon on va douter de moi. Et puis il y a les courtisans. Ceux qui n'existent que par Ouattara, qui sont incapables de faire quoi que ce soit par leurs propres moyens et qui vivent de façon parasite de cette relation personnelle et privilégiée avec Ouattara. À tout cela, je voudrais demander humblement mais solennellement au président Alassane Ouattara de ne pas les écouter. Il ne faut pas qu'il les écoute. Je lui demande au contraire d'écouter les Ivoiriens, d'écouter la société civile, d'écouter les hommes d'église, d'écouter les artistes, d'écouter la communauté internationale. Je lui demande de comprendre qu'il y a un temps pour tout et que pour lui est venu le temps de la retraite. Il faut savoir sortir de scène. La politique, c'est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas la manière d'entrer là. C'est important, mais ce n'est pas fondamental. C'est la sortie. Comment tu finis ta prestation? Comment tu finis? Et qu'est-ce que les gens disent? Est-ce que c'est sous les huées, les sifflets ou les applaudissements? Et nous, les hommes politiques, c'est le grand défi que nous avons chaque jour à relever. Quand tu montes sur une scène, est-ce que tu montes en titubant? C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est quand tu vas descendre. Est-ce que la salle est calme? Est-ce que c'est sous les sifflets? Ou, au contraire, sous les applaudissements? Et chaque homme politique qui entre en scène, c'est l'équation qu'il a en permanence à résoudre. Chaque fois qu'il prend la parole, c'est le problème qu'il a à le résoudre. Quand il structure son discours, c'est comment je vais finir pour recueillir les applaudissements. Celui qui ne pense pas à ça, c'est qu'il ne fait pas la politique. Et puis qui conduit comme ça. Et au moment où il faut sortir, tu es encore là. Tu parles de 4e mandat. C'est que tu n'as rien compris. Or, quand tu sors sous les huées là, c'est ça qui reste dans l'esprit des gens. Quel que soit ce que tu aurais fait avant. Il faut savoir sortir de scène. Et il est toujours plus sage de sortir par le haut. Pour nous, notre équation aujourd'hui, c'est comment on fait pour gagner en 2025. C'est ça qui est l'équation que nous allons résoudre. Et au cours de ces 2 jours, nous allons travailler autour de cette équation. Et nous devons rassurer les uns et les autres que ce n'est pas contre quelqu'un que nous allons gagner. Mais pour notre projet et pour notre pays. Et c'est pour cela que le discours des camarades qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui, que ce discours est important. Parce que c'est dans l'unité que nous devons gagner. C'est dans le rassemblement que nous devons gagner. Mais d'abord le rassemblement de toutes les forces politiques de gauche. Les forces politiques qui partagent la même vision du monde, qui partagent les mêmes valeurs, la même ambition pour la Côte d'Ivoire. Et tous ces partis qui sont présents aujourd'hui l'ont manifesté, qu'ils sont là, que nous sommes ensemble. Donc, au cours de ces 2 jours, vous aurez aussi à plancher sur cette question de l'alliance
du partenariat ou du rassemblement de la gauche. Et je souhaite que nous ayons à l'esprit les discours qui ont été tenus ce jour, à la fois par le camarade Tapé Kipré, par Charles Blé Goudé, par les camarades de ICON, par les camarades du RDP. Que vous ayez cela et que vous n'ayez pas peur du rassemblement. Parce que nous rassemblons dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Nous rassemblons pour la renaissance de notre pays. Et donc c'est sur ces mots que je voudrais vous souhaiter un fructueux congrès et déclarer ouvert le 5e congrès ordinaire du Front populaire ivoirien. Je vous remercie.